Bienvenue sur le podcast de l'UNOCEL. Le label qualité des colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. L'UNOCEL est le label qualité des organisateurs de colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques depuis 1978. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Boutillier, directrice adjointe de Duriga Junior, organisme labellisé UNOCEL qui propose des colonies de vacances, des séjours linguistiques, mais également des voyages scolaires. Bonjour Nathalie. Bonjour Elise. Nous sommes également en compagnie de Pascal Journiac, responsable de voyages scolaires chez Cap Monde, organisateur proposant aussi des colonies de vacances et des séjours linguistiques. Bonjour Pascal. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la complémentarité qui peut exister entre les temps scolaires et les séjours éducatifs. Pour contextualiser un peu pour nos auditeurs, au sein de l'UNOCEL, quand nous employons le terme séjour éducatif, on parle des métiers qui sont représentés au sein de notre association. Les séjours linguistiques, les voyages scolaires et les colonies de vacances. Peut-être que dans un premier temps, nous devrions définir ce que c'est un voyage scolaire pour nos auditeurs. Ils sont souvent confondus avec les séjours linguistiques. Pascal, est-ce que tu peux nous donner ta définition des voyages scolaires? Oui, bien sûr. Les voyages scolaires, ce sont des séjours qui sont organisés conjointement avec les enseignants sur le temps scolaire, donc en dehors des vacances scolaires. C'est une initiative d'un enseignant qui souhaite partir en voyage avec sa classe. Ça, c'est plutôt pour les élémentaires, pour les primaires. Pour les secondaires, c'est plutôt un groupement d'enseignants qui souhaitent faire un voyage sur différents thèmes. Mais en tout cas, c'est toujours un voyage avec un enseignant qui est responsable de son séjour. Ok. Je pense qu'on peut dire qu'un voyage scolaire, c'est un moyen aussi de mobiliser des pratiques de plusieurs disciplines. C'est un autre moyen d'apprendre et aussi le moyen de rendre les choses peut-être parfois plus concrètes pour certains élèves. Tout à fait. C'est pluridisciplinaire. Quand on fait un voyage au sport d'hiver, la classique classe de neige, il y a aussi bien de la géographie, on a toujours les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, que de l'histoire, le patrimoine local, qu'une activité sportive, quand on pratique le ski alpin, le ski de fond, la raquette, que de la découverte du milieu, de l'environnement. Quand on fait une sortie en raquette, on découvre la montagne sous un autre aspect. Et il y a plusieurs axes de travail pour les enseignants. Et d'ailleurs, ils doivent à chaque fois élaborer un projet éducatif avant leur départ pour que le séjour soit validé au sein de leur direction ou inspection. Ok, ça aussi, c'est pour ça qu'on parle d'école hors les murs quand on parle des voyages scolaires, c'est qu'on peut mettre cette classe hors l'école et travailler toujours sur des sujets qui seront utiles toute l'année. C'est une vraie réalité et on aurait la prétention de dire que souvent les enfants apprennent mieux en classe découverte que sur un séjour qu'à l'école parce qu'ils sont sur le terrain, parce que c'est du vécu, parce que ce n'est pas une vidéo de la montagne, mais c'est la montagne. Ce n'est pas, voilà, c'est sur le terrain, ce n'est pas sur des photos, c'est pas sur un livre, c'est en pleine nature qu'on va découvrir la faune, la flore de montagne. Je prends toujours l'exemple de la classe de neige Ouais. ou de la classe de mer, c'est sur du terrain, donc c'est plus vivant, c'est plus parlant. Il est très drôle de raconter que les parents souvent demandent combien il y a de temps de classe sur un séjour de classe découverte. On dit, mais le temps de classe, quand ils sont en découverte du milieu marin, par exemple, en classe de mer, c'est un temps de classe, certes, pas dans une salle fermée avec des tables, des bureaux, des chaises et un tableau. C'est une autre expérience et souvent, ça marche beaucoup mieux que sur un temps de classe traditionnel. Ouais. Quand je disais tout à l'heure, ils sont souvent confondus avec les séjours linguistiques, c'est parce que souvent un voyage scolaire peut être aussi fait à l'étranger. Je vais revenir juste sur la définition du séjour linguistique. C'est un séjour qui est dédié purement à l'apprentissage d'une langue étrangère, mais par conséquent, c'est aussi la découverte d'un pays, mais aussi de ses cultures. On a fait des épisodes de causerie sur les séjours linguistiques, notamment avec Antoine Bretin. C'était le premier épisode de la causerie. Vous pouvez aller écouter sans problème. Nathalie, Oui. maintenant que nous avons défini ce que c'est un voyage scolaire et un séjour linguistique, est-ce que tu peux nous donner ta définition d'une colonie de vacances? C'est quand même un type de séjour qui est relativement connu. Oui, puisque la colonie de vacances, on connaît ce principe depuis de nombreuses années. On est plutôt sur un séjour sur lequel les enfants vont partir en collectivité pour découvrir l'autre, découvrir des activités et surtout chercher à s'épanouir et avoir des habitudes de vie dans un cadre d'une journée type avec un lever collectif, des activités, des loisirs, mais aussi des veillées et apprendre à se connaître mutuellement, mais aussi découvrir les différences, avoir des temps de partage, d'entraide, des temps de rencontre et vivre avec l'autre dans un groupe. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL.
qu'on retrouve dans chacun de ces séjours éducatifs, c'est la notion d'apprentissage. Vous avez tous les deux parlé d'apprendre, de découverte. Cette notion d'éducation, elle est très prégnante. Pour les séjours linguistiques, c'est plutôt évident qu'on est sur l'apprentissage d'une langue. Mais qu'est-ce qu'on apprend en voyage scolaire? Qu'est-ce qu'on apprend en colonie de vacances? Quels sont les bénéfices de ces séjours, Pascal et Nathalie? Je dirais que dans une colonie de vacances, alors déjà, partons du principe qu'on fait sa première colonie de vacances, il y a la séparation avec le cadre familial. Donc déjà là, c'est d'apprendre à grandir et à faire un pas vers la découverte, la nouveauté, l'inconnu. Donc c'est déjà énorme pour un enfant. Et je dirais que dans le principe de la colonie de vacances, la démarche pédagogique, c'est d'arriver à s'épanouir et à grandir, de vivre ensemble pour découvrir et devenir le citoyen de demain, d'arriver vers une autonomie au service du développement personnel, et enfin de se découvrir pour éveiller son sens critique au fur et à mesure des âges. Oui, il y a toutes ces expériences de vie en collectif, qu'elles soient sous forme de séjour de vacances ou de classe découverte, de voyage scolaire. C'est la première, c'est ce qui nous fait vivre, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait vivre depuis bientôt 40 ans, qui fait que j'ai choisi d'organiser, après avoir été sur le terrain, de faire vivre des enfants une expérience assez inoubliable. L'anecdote des classes découvertes, c'est que quand vous rencontrez des parents d'élèves en réunion d'information, souvent ils vous racontent que le meilleur souvenir qu'ils ont de leur scolarité, c'est le séjour en classe de neige, en classe de mer. Donc, oui, on apprend beaucoup de choses en classe découverte et quel que soit le thème, quelle que soit la discussion, je pense que c'est la même chose pour les centres de vacances. Je parle sous contrôle de Nathalie, mais Non, mais tu as raison. quel que soit le lieu, quelle que soit l'activité, ce qui fait que ce sont de beaux séjours, de choses assez exceptionnelles, c'est que ils vont apprendre à vivre ensemble. Alors, c'est d'actualité, le vivre ensemble, c'est Mm. d'autant plus d'actualité actuellement. Donc, Effectivement. c'est important que nous passions, nous, organisateurs, ces messages-là aux participants de l'ensemble de nos séjours. Après, en fonction de l'activité choisie par les enseignants pour ce qui est des voyages scolaires, eh ben, ça sera plus sportif, ça pourrait être artistique, ça peut être scientifique. Il y a un peu tous les thèmes qui sont abordés, mais je pense que sur les séjours de vacances, il y a à peu près la même façon de voir les choses. Sur les séjours de vacances, je rajouterais qu'on est davantage sur un développement humain personnel, sur la partie école et séjours scolaires. On est vraiment sur une découverte d'apprentissage. Pascal, hein, je pense que là-dessus, tu Oui, confirmeras ce que je bien suis en train sûr. de dire. Mais sur la partie colonie, quelle que soit la thématique, qu'on soit sur de l'artistique, du sportif, de la moto ou du nature, avant tout, c'est de se confronter à l'autre. On sait que pour s'identifier, on a besoin d'un groupe. Et là, en fait, on va permettre à travers ce type de séjour de se découvrir, voire se redécouvrir, arriver vers une autonomie, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et après, donc arriver vers un épanouissement, voire même pour certains enfants à s'affirmer. Et ce qui est beau, c'est qu'à la fin d'un séjour, lorsqu'on a eu un enfant plutôt introverti, qui n'osait pas se montrer ou prendre parti dans une activité, finalement a réussi à trouver ses marques, à se positionner, et qui du coup reviendra l'année prochaine et aura pris tellement plus d'assurance et de sourire sur le visage qu'on saura qu'on aura réussi la démarche de faire grandir l'être, et que demain, il pourra justement avancer sur le chemin de la vie qu'il aura choisi. Est-ce que ces séjours sont également des moyens permettant de développer ce qu'on appelle des nouvelles compétences? Aujourd'hui, c'est très à la mode d'utiliser le terme soft skills. Tu en as parlé, Nathalie, hein, c'est grandir, la découverte, s'épanouir. Mais après, il y en a d'autres aussi. Chez les enfants, il y a la curiosité, l'autonomie, l'adaptabilité, l'esprit d'équipe, l'ouverture d'esprit. On sait qu'aujourd'hui, sur le monde du travail, ce sont des compétences qui sont, on va dire, entre guillemets, comportementales, mais aussi relationnelles, qui sont fortement recherchées. Est-ce que ces séjours permettent cet apprentissage-là aussi? Oui, bien évidemment, quand je parle de vivre ensemble, ça englobe tous ces paramètres-là, apprendre à écouter, à vivre, à s'adapter au groupe, au collectif. Ça fait partie des règles que les enseignants, pour ce qui nous concerne, que les enseignants et nos équipes d'animation qui encadrent, qui aident les enseignants, mettent en place. Alors, dire qu'on construit l'adulte de demain, il ne faudrait pas être trop prétentieux non plus, mais on leur donne quelques bases de cette expérience de vie en collectivité, adapter les autres, s'adapter sur les régimes alimentaires, sur l'handicap. On a de plus en plus, sur les séjours de voyage scolaire, des enfants qui ont été intégrés dans les classes et nous, organisateurs, devons nous adapter dans les activités, dans l'offre, dans l'hébergement, dans la restauration à ces enfants-là. Donc, oui, c'est indéniablement
une première expérience qui permet de grandir, de s'affirmer, d'apprendre ce que sont les autres, et de plus être un peu nombriliste et de penser qu'à soi. Ouais, c'est une première expérience, du voyage. Souvent, c'est aussi une première expérience, de la vie sans les parents en voyage scolaire. Alors les voyages scolaires, les statistiques sont assez impressionnantes. Très souvent, plus de 50 voire 70 des élèves qui partent en voyage scolaire partent pour la première fois, en collectivité et quittent, le cocon familial, ce qui fait que beaucoup d'organisateurs je ne parle pas que de Cap Monde, d'organisateurs de voyages scolaires assument des réunions d'information auprès des parents, en visio ou en présentiel, ça dépend, d'où part l'école, pour les rassurer, pour donner des informations, les plus, complète sur l'encadrement, la qualité de l'encadrement, sur la qualité de l'hébergement, sur le transport. Toujours des grandes questions sur les chauffeurs de car. Donc, c'est important de rassurer les parents qui, contrairement à une colonie de vacances où le parent décide d'inscrire son enfant en colonie de vacances, en classe découverte, c'est l'enseignant qui décide de partir. Et là, c'est un petit peu imposé, aux parents de laisser partir leur enfant. Donc la démarche est un petit peu différente quand même, avec, une appréhension, des fois un peu plus grande. On les fait partir assez jeunes. Des fois, les enfants partent, en maternelle, en voyage scolaire, sur des séjours courts, hein, 4 jours, 3 jours, 5 jours maxi. Mais, c'est toujours, un peu angoissant pour les parents. Et notre rôle, nous, organisateurs, c'est de mettre un fonctionnement, une sécurité autour de tout ce que nous mettons en place sur le séjour. L'anecdote que j'aime bien raconter, c'est des séjours en classe découverte il y a quelques années. Je passe voir les enseignants, je faisais une tournée de structure, qui était au mois de juin, séjour en montagne. Les enfants étaient partis sur un séjour de 12 jours, un long séjour. J'avais fait la réunion avant auprès des parents dans l'école, avec beaucoup d'angoisse de parents. Et puis, les enseignantes sur place me disent: «Ah bah, on va faire une réunion de présentation finale, on fait une petite soirée, est-ce que tu veux venir?» Je passe à la réunion le soir, ce qui m'arrive jamais. On vient souvent faire la réunion de présentation, mais après, non, nous ne sommes pas invités. Là, j'étais invité et ouais, une quinzaine de parents sont venus me voir en me disant: «Merci. Notre enfant qui avait jamais quitté la maison, nous étions angoissés, nous avions peur, bah, il est bien, on l'a inscrit en colonie de vacances pour cet été, voilà. Il a pris l'autonomie, on l'a pas reconnu, il se débrouille tout seul sous la douche, il sait faire son lit. Bon ça dure 2 3 jours au retour, mais c'est tout. Mais voilà, je suis revenu le lendemain matin au bureau, j'ai dit à mes collègues: «Bah, voilà, hier soir, je sais pourquoi je fais ce métier depuis si longtemps, parce que j'ai eu le retour de ce qu'on espère nous, mais on n'a pas toujours le retour après. On est toujours en amont. Après, on n'a pas trop d'informations, mais là, c'était du concret. Là, c'était les parents qui me disaient comment les enfants avaient vécu leur séjour. C'est vrai ce que tu dis, Pascal. Nous, on a des enfants qui partent en colonie de vacances, qui ont fait leur première expérience en classe découverte. C'est ça. Et j'ai assisté à des réunions de parents pour des classes découvertes, parce que étant moi-même maman, ma fille est également partie en classe découverte. Et c'est vrai que souvent, le parent n'a pas envie que son enfant parte et aurait presque envie de le garder, alors que là, c'est soumis à un projet éducatif. Donc, bien évidemment, l'enfant, bah, il est plus intéressant qu'il s'en aille. Mais l'enfant a envie de partir, lui, finalement, plus que le parent qui souhaite le garder. Et Élise, pour revenir à ta question première par rapport aux compétences ou à ce que ça peut effectivement apporter Oui. que de partir sur un séjour, aujourd'hui, alors c'est vrai, on ne peut pas non plus se faire grand philosophe des pensées lumières de ce qu'on sera demain. Pour autant, le fait de partir en séjour et d'être confronté à l'autre, encore une fois, au collectif, au groupe, eh bien, on peut créer de plus en plus d'empathie vis-à-vis du regard qu'on peut porter sur les différences de l'enfant qui est en face, que ce soit son milieu social ou sa situation personnelle ou un éventuel handicap. Et j'ai envie de porter ça un peu plus loin là, on parle de l'enfant qui est en séjour, puis après, qui va devenir un adulte et qui va arriver dans le milieu du travail. Que l'on parle d'un salarié ou même d'un manager, on va arriver peut-être sur des besoins qui sont pour moi cruciaux, qui sont l'échange, le partage, la communication. Et dans les séjours collectifs de mineurs, eh bien, on emmène les jeunes à aller vers l'autre et à justement échanger, à avoir ce relationnel qui est effectivement important et au niveau des salariés, d'arriver à communiquer de plus en plus et à peut-être que demain, au niveau des managers, avoir des managers qui soient dans du management participatif. Parce que quand on est dans du séjour collectif, on est sur
ensemble. On y va ensemble. On ne prend pas une décision unilatérale. On va soumettre un projet, une idée, une envie. On va faire un jeu collectif qui va emmener sur des règles où, si on veut que ça fonctionne, on y va tous ensemble. Donc moi, j'espère en tout cas que ces séjours-là apportent à tous ces jeunes la compréhension et l'envie de continuer à avancer, mais pas tout seul dans son coin. Ouais, c'est vrai que quand on lit des études aujourd'hui sur les séjours éducatifs et principalement sur les colonies de vacances, on a beaucoup sur les colonies de vacances des études, on voit que l'apprentissage premier et celui qui est le plus recherché, c'est quand même l'apprentissage de la vie en groupe et du collectif. Donc c'est vraiment deux notions qui sont apprises et en voyage scolaire et aussi en séjour éducatif colonie et aussi en séjour linguistique. Hein, quand on part en séjour groupé, on est toujours l'un parmi tant d'autres et on est sur un campus avec des personnes qui sont de nationalité étrangère. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour dire que les séjours éducatifs sont des outils au service de la pédagogie? C'est un moyen de réinvestir des acquis de l'école, entre autres. Est-ce que vous pensez que c'est le cas, que ce soit en séjour scolaire ou en colonie de vacances? Oui, oui, en tout cas sur les séjours scolaires, oui. Si les enseignants adhèrent autant à ce type de séjour, à ce type d'expérience avec leur classe, c'est que justement, ils y retrouvent. Alors là, je vais parler en lieu et place des enseignants, mais je pense que si les enseignants partent avec nous ou partent avec les organisateurs de voyages scolaires, c'est qu'ils y retrouvent un peu tous ces items qu'ils peuvent exploiter pendant le séjour et après. Enfin, une classe, c'est pas juste 5 jours ou 8 jours, c'est en classe. Et dont l'intérêt, ce sont les enseignants, les enfants toute l'année scolaire, de septembre à juin. Ils peuvent préparer en amont, initier, sensibiliser les enfants, exploiter pendant le séjour et encore réexploiter au retour en classe, à l'école, mettre en place, partager avec ceux qui ne sont pas partis, par exemple, ou les autres classes de l'école. Donc oui, c'est tout à fait ça, en tout cas pour ce qui concerne les classes découvertes. Je reste sur mes classes découvertes depuis le Oui. début. Oui, tout à fait, puisqu'après, on est sur toujours la même idée, c'est la rencontre et arriver vers le respect du quotidien, de la démocratie dans laquelle on vit, les moyens qui permettent justement des prises de décision en groupe, le respect finalement des lois qui font notre vie, notre société, le principe de laïcité aussi. Donc, non, on est bien d'accord. On est bien d'accord sur les règles de vie à respecter, un cadre, euh, une fraternité, un respect. On en a parlé, hein, ces séjours, c'est souvent les premiers séjours sans les parents. Donc les enfants peuvent considérer ça comme de la pure liberté. Il y a quand même des règles qui s'appliquent, parce qu'il faut bien que la rigueur soit là et que le calme règne. Mais les enfants sont confrontés à un autre modèle d'autorité. En voyage scolaire, en sortie scolaire, ce sont les enseignants, ce modèle d'autorité. En colonie de vacances, c'est l'animateur. Est-ce que vous êtes confrontés parfois à des difficultés voilà, est-ce que les enfants ont du mal à se confronter à cette nouvelle autorité ou au contraire, ils sont totalement pas partie prenante et ils suivent les règles parce que ils doivent s'y prêter et voilà. Alors, ça dépend totalement des personnalités. Il y a des enfants qui sont timides, impressionnés, admiratifs, qui idolâtrent même pour certains, même les animateurs et directeurs, et qui voient même un futur dans un projet de devenir eux-mêmes animateurs. Hein. Ça, c'est d'autant plus gratifiant. Et puis, il y a des figures d'autorité qui... L'autorité par défaut est un mot qui est fort et qui peut rentrer sur un conflit. Et quand on est déjà sur un rapport enfant-parent et qu'il y a ce principe d'autorité qui se base sur le quotidien, on sait qu'il y a déjà des conflits en interne. Quand on est sur un plan éducatif, après je te laisserai la parole Pascal sur la partie éducative, mais c'est vrai qu'on le sait, le respect des règles qui sont mises dans les établissements comme le respect des règles qui sont mises dans une charte de participants d'un séjour, c'est toujours délicat et il y a toujours cette envie, pour certains, d'aller les tester, ces règles. Donc oui, il y a des conflits et il faut remettre souvent certains jeunes face à ces obligations. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, tout le monde est soumis à ces règles-là, même les animateurs. Donc à un moment donné, si on veut que ça fonctionne, eh bien, il faut que chacun puisse respecter l'autre dans l'application de ce qui a été mis en place.
Alors, sur les voyages scolaires, c'est un tout petit peu différent. Il y a aussi, nous fournissons, en tout cas pour ce qui est de Cap Monde, des animateurs de vie quotidienne qui aident les enseignants sur leur séjour. Il y a un taux d'encadrement à respecter pour un départ de classe découverte qui vient d'être vu un petit peu par le ministère de l'Éducation nationale là, sur la rentrée. On était un encadrant pour 10, un adulte pour 10, donc enseignants compris pour 10 élèves. On est passé à 12. Pas sûr que ça fonctionne, on va rester à 10 parce que c'est quand même une certaine qualité pour nos animateurs, pour les enseignants. Sur les classes découvertes, la responsabilité, c'est l'enseignant. L'autorité, c'est l'enseignant. Nous, nos équipes d'animation travaillent en collaboration avec l'enseignant qui dicte souvent, et c'est ce que nous conseillons à tous les enseignants et aussi à nos équipes d'animation, c'est de se mettre d'accord sur les règles de vie. Chaque enseignant a peut-être un point de vue un petit peu différent. De manière générale, c'est à peu près ça se tient, mais chacun a un petit peu son point de vue sur les règles de vie, sur ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Donc, à nos animateurs de s'adapter. Et les enfants, souvent en voyage scolaire, alors, pour les primaires, c'est peut-être plus facile, ce sont des enfants de moins de 10 ans. Et puis pour les collèges et lycées, les enseignants, je dirais, presque pourraient choisir leurs élèves en disant il y a un deal. Vous partez que si au cours de l'année vous êtes sympa, si tout se passe bien et si vous avez un comportement qui n'est pas respectueux au collège ou au lycée, vous ne partirez pas en voyage scolaire. Donc souvent, ceux qui partent sont rarement des élèves qui posent problème et c'est assez maintenu, c'est assez tenu par les professeurs. On a, je pense, j'entends mes collègues des séjours de vacances parler de leurs expériences et des nôtres. Nous ne rencontrons pas les mêmes problèmes du tout. Dieu merci pour moi, directeur des voyages scolaires de Cap Monde. Mais non, non, c'est plus simple. Les règles sont établies. Il y a des règles de vie en collectivité. Nous nous adaptons parce que nous travaillons avec, en tout cas pour ce qui est, là je vais parler vraiment pour l'organisme Cap Monde, avec des milieux sociaux bien différents, des communes de région parisienne avec des CSP et puis des CSP, CCSP moins, moins, moins. Et il faut s'adapter à cet environnement social qui fait que les enfants, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas les CSP qui sont les plus faciles à gérer, parce que souvent des enfants coucounés, un peu l'enfant roi, à qui on ne dit jamais non, et quand on leur demande, quand on leur dit qu'il y a des règles, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, chaque catégorie sociale a un petit peu ses spécificités, je dirais, mais globalement, les règles sont respectées et l'enseignant tient bien sa classe. Très bien. J'ai vu que tu approuvais, Nathalie. Oui, oui, j'approuvais. Et sur l'ensemble des séjours collectifs de mineurs, on a une mixité sociale qui est voulue au sein de Joringa Junior sur tout type de séjour, toute saison. Et, euh, et la plus belle réussite, c'est lorsque on a effectivement des enfants qui sympathisent, qui deviennent les meilleurs amis et dont un, effectivement, comme tu le disais, Pascal, pouvait venir d'un CSP++, et l'autre qui est dans une maison d'accueil. Et là, on a créé du lien, on a créé une belle histoire, on a permis en tout cas de mettre le cadre, hein, de mettre un milieu, une situation propice pour qu'une amitié se crée. Et là, justement, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de barrière, il y a juste l'être humain, un affect qui s'est mis en place. Et c'est tout ce qu'on a gagné. Et c'est juste merveilleux. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Je crois que l'intérêt éducatif, il est flagrant parce que ça fonctionne depuis plus de 50 ans. Enfin, c'est après-guerre que les premiers séjours en classe découverte ont eu lieu, les premières classes de neige, puis les premières classes de mer. C'était des initiatives d'enseignants. Ce sont toujours, j'insiste, c'est toujours les enseignants. C'est-à-dire que même si une collectivité, une municipalité souhaite faire partir des séjours et qu'il n'y a aucun enseignant partant, ils ne font pas partir de séjours. C'est du volontariat de la part de l'enseignant qui laisse des fois sa famille pendant plusieurs jours, ses enfants, son mari ou sa femme, quelques jours, encore des séjours qui partent 2 semaines à la maison et prend sur sa vie personnelle. Il est responsable 24 heures sur 24, du premier jour au dernier jour. Il n'y a pas de jour de congé. Ils sont sur le pont tout le temps. Donc, je pense que si autant d'enseignants en France continuent de partir en voyage scolaire, c'est qu'il y a un intérêt, ils y retrouvent un intérêt éducatif, pédagogique, enfin tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a expliqué jusque-là, c'est pas juste on leur paye pas des vacances aux enseignants. Je pense que c'est pas ça. Il y a des fois des parents où les enfants montent dans le car pour aller chercher le train ou pour aller sur le séjour. Les parents disent un peu gentiment et naïvement bonnes vacances aux enseignants.
Bon, bonnes vacances quand il y a 25 élèves à gérer, non, ce ne sont pas des vacances, c'est On est une bien d'accord, oui. responsabilité. C'est une responsabilité. Donc, oui, nous croyons à tous les bienfaits éducatifs et pédagogiques, les deux, sur des séjours scolaires, des voyages scolaires. Et on ose espérer qu'on pourra continuer encore longtemps à organiser cela et que ce soit les ministères de tutelle, éducation nationale, maintenant je ne sais pas, éducation nationale, c'est le même ministère, nous aident toujours à mettre en place ces séjours en facilitant les déclarations, en facilitant la mise en place d'un séjour. Voilà, il y a des choses qui se font, qui avancent doucement mais sûrement, mais on peut encore faire mieux pour que les enseignants aient encore plus envie de partir en voyage scolaire. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les enfants ils partent en voyage scolaire et les parents, souvent, phase 2, c'est la colo parce qu'ils ont bien aimé la collectivité, donc après, ils partent en colo. Donc, on a tous un intérêt. C'est ça, et plus loin encore, c'est que l'apprentissage de la vie, ça se fait effectivement par rapport à ces moments-là. Le jeu aussi, donc le jeu par l'éducatif, le jeu par effectivement le jeu collectif. On apprend aussi à maîtriser ses propres émotions, parce qu'il y a énormément d'émotions qui sont créées sur ces temps-là, que ce soit des joies, des peines, découvrir ses limites, sa fatigue. Mais je rappelle aussi aux parents que la colonie n'est plus la colonie au chamallow grillé et feu de camp, même si on continue à le faire, mais qu'on est sur C'est de la bon, ça. colonie qui a évolué. C'est bien, ça aussi. Ah oui, on est bien d'accord. C'est le côté encore traditionnel, tu vois, qui est la petite Madeleine de Proust qui est agréable. Mais on est quand même sur des colonies qui ont changé avec de la canirando, de la zergeb en extérieur, du canyoning, du rafting, du quad. On est sur de la colo. Il faut revenir nous voir parce qu'il y a des parents qui gardent encore ces souvenirs-là. Il y en a pour lesquels ça a bien fonctionné, c'était génial et ils ont mis leurs enfants par défaut en colo. Et puis, il y a ceux qui n'avaient pas adhéré, mais la colonie a changé. Et c'est vrai que de faire cette passerelle par le séjour scolaire, franchement, c'est vraiment agréable parce que ça vient même de l'enfant qui dit je veux retourner ou je vais essayer ou je veux faire quelque chose comme ça. Papa, maman, est-ce que je ne pourrais pas essayer la colo derrière? Donc, merci Pascal de ta Oui, contribution. nous, les organisateurs de voyages scolaires. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Alors, on est d'accord pour conclure sur le fait que les bénéfices des séjours éducatifs, ils sont nombreux, hein. Vous avez cité entre autres la découverte du monde, l'épanouissement, mais aussi l'apprentissage de la vie en groupe. Ces séjours, ils sont des moments de plaisir, mais aussi de détente, et ils s'inscrivent dans le parcours éducatif de chaque élève, de chaque enfant. Apprendre en jouant, en explorant, c'est naturel, mais c'est aussi très efficace. On ne va pas se cacher que l'UNOCEL est convaincu de la complémentarité entre les temps scolaires et les extrascolaires. On encourage les parents et les enseignants à développer des passerelles entre l'école et les séjours éducatifs. Il faut exploiter ces expériences, informer les élèves des possibilités qui s'offrent à eux. Ces séjours, ce sont des vrais lieux de socialisation et c'est purement unique. L'UNOCEL se met aussi à disposition des parents, des enseignants, mais aussi des enfants pour les orienter vers le séjour éducatif qui sera le plus approprié à leurs besoins. Mais par ailleurs, on ne l'a pas mentionné auparavant, on a rédigé des mags UNOCEL, des guides qui sont accessibles gratuitement sur tous les types des séjours qu'on a mentionnés. Donc, séjour linguistique, on l'a mentionné brièvement, mais aussi colonie de vacances qui est à destination des parents et des enfants, et voyage scolaire qui est à destination des enseignants pour aider à comprendre les différentes formules, à organiser un séjour, mais aussi à savoir quand le planifier et comment. Le lien de notre kiosque UNOCEL sera en description. N'hésitez pas également à prendre contact directement avec nos adhérents. Ils sont à votre écoute pour vous conseiller, vous informer et même possiblement concevoir le séjour de vos rêves. Merci à vous deux, Nathalie et Pascal, pour votre participation à ce podcast. Merci. J'espère que l'expérience vous a plu. Oui, et merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté le podcast de l'UNOCEL, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.